Voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Une abstention. Voilà, donc pour... Alors, monsieur le maire informe. Oui, mais en fait, alors voilà, j'ai donc présenté donc, les trois demandes, deux demandes. J'ai pas évité de relire, mais en fait, on a un vote distinct pour chaque opération. Un vote pour la CAF et un vote pour la DETR. Oui, excusez-moi, je préfère qu'un vote, alors en fait, il y a un vote pour la subvention de la CAF et un vote pour la subvention de la DETR. Donc pour la CAF, donc, on a dit une abstention. Pour la DETR, vote contre, abstention. Voilà, donc une abstention. Donc, création d'une seconde partie de lotissement du Clos des Garennes. Alors, monsieur le maire informe le conseil municipal que suite à une consultation des riverains du lotissement communal du Clos des Garennes, la création d'une seconde voie d'accès à ce lotissement s'avérait pertinente afin de faciliter la circulation au sein du lotissement et de permettre aux riverains un accès direct sur la rue de Riaubert. Dans ce cadre, la commune envisage donc de créer une nouvelle voie d'une longueur d'environ 200 cm permettant l'accès du lotissement du Clos des Garennes par la rue de Riaubert. Cette opération est éligible au Fonds de développement solidaire des communes, le FCSC, dispositif mis en place par le département de Loire-Atlantique au profit des communes de moins de 2500 habitants pour les aider à financer leurs travaux de voirie à hauteur de 20%, sans que l'aide totale ne puisse dépasser le montant de 13 000 €. Le coût total de l'opération est estimé à 92 414,50 € hors taxe, soit 110 897,40 € TTC. Le calendrier de l'opération prévoit une réalisation dans le courant du deuxième trimestre 2016. Alors je signale que nous avons fait un sondage dans le lotissement et que certaines familles, certains parents ont même pointé du doigt la dangerosité de l'entrée du lotissement qui est en cours sans visibilité. C'est beaucoup de gamins parce que c'est quand même des jeunes parents qui habitent ce lotissement, ils ont des enfants de bas âge et tous les gamins ils jouent sur la rue et ils ont soulevé le problème de la dangerosité. Voilà. Donc je vous propose d'arrêter le projet de création d'une nouvelle voie d'accès au lotissement du Clos des Garennes et d'adopter le plan de financement annexé et de m'autoriser à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du conseil départemental au titre du fonds du FCSC, du Fonds de développement solidaire pour les communes, et de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à cette opération. Y a-t-il des observations? Une petite observation, je vais mettre dans les 79 414,50, est-ce qui est prévu le rachat de la parcelle de terrain d'Henri Durin, vous savez, pour sortir de lotissement? Non. Mais le prix de rachat est de... C'était pas important, je me dis Non, bien c'était minime. c'est minime. Est-ce qu'il est technique? Oui, non, là il s'agit d'une demande de subvention pour les travaux. C'est pas l'achat du terrain. D'accord, on est bien d'accord. Merci. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Unanimité. Alors ensuite, la délibération suivante, c'est la mise à disposition des données numériques géoréférencées des ouvrages gaz sur la commune de Périac, approbation de la convention avec GRDF. Oui. Oui. Alors, monsieur, c'est de l'autre côté. Alors, monsieur le maire explique que la ville de Périac-sur-Mer souhaite détenir les données géoréférencées des ouvrages gaz du réseau concédé à GRDF sur son territoire. Ces données n'étaient jusqu'alors communiquées qu'à l'autorité concédante que sur la base d'une demande formulée par la collectivité ou dans le cadre du retour d'instruction des déclarations d'intention de commencement de travaux, de DICT, et des déclarations de travaux DT, des entreprises. Or, il est apparu évident à la commune qu'une connaissance complète et approfondie de l'ensemble du réseau des ouvrages enterrés
qu'il s'agisse du gaz, de l'électricité, de l'eau ou de l'assainissement, est une nécessité absolue afin de programmer au mieux ces chantiers à venir. C'est la raison pour laquelle elle s'est récemment approchée des opérateurs disposant d'ouvrages de ce type sur le territoire communal afin d'établir une convention prévoyant la mise à disposition des données numériques géoréférencées. Les 10 ouvrages, c'est pour répondre à cette sollicitation que GRDF propose à la commune la convention annexée à la présente délibération. Dans cette convention, GRDF s'engage à communiquer à la ville de Piriac le tracé des réseaux de distribution de gaz à la représentation moyenne échelle, la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des canalisations ou l'année de pose des canalisations. Les robinets de réseau utiles à l'exploitation, les branchements mis en service à partir du 20 août 2000 reportés sur la cartographie, les positions de postes de livraison et de distribution publique. GRDF s'engage à fournir ces données dans un délai d'1 mois à compter de la demande. La convention sera établie pour une durée de 2 ans et sera reconduite tacitement chaque année. Voilà, donc je vous demande d'approuver la convention de mise à disposition des données numériques géoréférencées sur le territoire de la commune de Piriac et de m'autoriser à signer cette convention. Y a-t-il des observations? Des votes contre? Abstention? Donc adopté. Alors, la délibération suivante, il s'agit d'une cession de parcelles. Donc je vous informe que par courrier en date du 6 octobre 2015, Monsieur et Madame Roussel Jean-Claude ont fait part de leur souhait de pouvoir acquérir auprès de la commune une partie de la parcelle AN59, mitoyenne de leur propriété, qui fait partie intégrante de l'unité foncière de l'ex-colonie des PTT à Pénaran. À l'appui de leur demande, ils expliquent comme il s'agit d'un terrain qui est destiné à du stationnement, on a la possibilité de faire un abattement de 10%. Alors, je suis d'accord. Donc c'est ce qu'on a proposé. Je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas certain que le faire du stationnement, c'est pour agrandir la parcelle de leur propriété. Oui, bon, pour l'instant, c'est pas un terrain qu'ils vont construire. Non, mais c'est agrandir leur parcelle qui deviendra du stationnement. Oui, enfin bon, c'est la raison qu'ils nous ont donnée, donc on n'a pas de raison non plus de... C'est pas celle qu'ils m'avaient donnée, moi, à l'époque. Oui, c'est celle qu'ils nous ont donnée. Je posais la question simplement. Oui, c'est très vite. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres observations? Des votes contre? Abstention? Unanimité. Donc là, c'est la question suivante. Actualisation de la longueur de voirie communale pour le calcul de la DGF complémentaire. Alors, Monsieur le maire rappelle au conseiller la délibération du 3 novembre dernier relative à l'actualisation de la longueur de voirie communale servant de base au calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement DGF. Il convient en effet, avant d'actualiser définitivement la longueur de voirie communale, de procéder au classement de la voirie dans le domaine public communal, mais aussi de préciser ce qui demeure dans le domaine privé communal et ce qui relève du domaine départemental. Ainsi, au 1er janvier 2016, Monsieur le maire propose de classer au tableau annexé 59 830 mètres dans le domaine public communal, 3 866 mètres en voirie privée et 15 640 mètres en voirie départementale. Voilà, donc on a été obligé de reprendre cette délibération, puisque dans la précédente délibération du 3 novembre, nous avions spécifié que la voirie en domaine public communal. Or, à la délibération, il fallait aussi préciser le métrage en voirie privée et le métrage en voirie départementale. Donc on a rectifié le tir et donc on a complété notre délibération avec tous ces éléments. Donc je vous demande de classer au 1er janvier 2016 le domaine public communal une longueur de voirie de 59 km 830 et de m'autoriser à solliciter l'inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services de la préfecture, notamment pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Ça a une importance pour nous, puisque notre dotation globale de fonctionnement, la dotation d'État, est en partie basée sur la longueur de la voirie communale. Donc ça a beaucoup d'importance pour nous de mettre à jour la longueur de la voirie communale. Donc voilà, donc y a-t-il des observations? Y a-t-il des votes contre? Abstention? Donc adopté à l'unanimité. Question suivante. 14. Je suis perdu. Étude hydro-sédimentaire Lens de Bayadem demande de subvention auprès de l'État, de la région et du département. Michel. Alors, monsieur le maire rappelle que les phénomènes d'érosion sur le littoral sont des problématiques de plus en plus préoccupantes et qu'à ce titre, la commune de Piriac-sur-Mer a été interpellée par certains riverains du secteur de Lens de Bayadem souhaitant mettre en œuvre une protection de leur propriété par la mise en place d'un arrangement en pied de falaise. Ce type de protection lourde n'étant pas autorisé dans ce secteur classé en espace remarquable, un refus leur a été signifié par les services de l'État, autorités compétentes sur le domaine public maritime. Pour autant, la problématique demeure sur ce secteur particulièrement fragilisé par les phénomènes d'érosion. Dans ce contexte, la commune de Piriac-sur-Mer a décidé de lancer une consultation visant à procéder à une étude hydro-sédimentaire du site, ayant pour objectif d'acquérir une meilleure connaissance du secteur, de définir les problématiques réelles du site et de proposer des solutions les plus adaptées. C'est le bureau d'études Artelia retenu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres qui a été retenu et qui mènera cette enquête sédimentaire à partir du mois de janvier 2016 et jusqu'au mois d'avril 2016. Le coût de cette dernière est fixé à 14 000 €, hors taxe, soit 16 800 € TTC. Dans le cadre de la Convention régionale 2012-2016, la gestion durable du trait de côte dans le Pays de Loire, la commune peut prétendre à obtenir une subvention à hauteur de 80% pour financer cette étude. 50% de l'État, 15% de la région des Pays de Loire et 15% du département de Loire-Atlantique. Et je vais vous lire l'historique de la demande de commencement d'exécution du projet par anticipation. Une étude, parce que c'est un sujet qui date d'au moins 20 ans. Une étude menée par Sogréa avait en 2012 identifié un problème d'érosion continue sur le secteur de Bayadem et prescrivait ainsi qu'une réflexion soit menée pour le réaménagement du site où les érosions de falaises peuvent venir mettre en danger la zone urbaine. De plus, une étude menée par Créocéan en 2001 avait déjà fait ressortir ce problème d'érosion de falaises dans ce secteur. Suite à cette étude, une enquête publique avait été menée et une concession d'enligage avait été délivrée en 2003, c'est-à-dire qu'il y avait une autorisation qui avait été délivrée pour la pose d'un ouvrage de défense contre la mer en bas de la falaise de Bayadem. Un délai de 2 ans était fixé pour la construction de l'ouvrage. Celui-ci n'a jamais été réalisé et la concession est donc à ce jour caduque. En mars 2015, 5 riverains de Lens de Bayadem ont déposé en mairie de Piriac-sur-Mer un dossier de déclaration préalable pour la pose d'enrochement en pied de falaise. Cette autorisation instruite en mairie a été refusée au vu du règlement du PLU qui s'applique sur cette zone classée en NDS de l'espace remarquable. Suite à ce refus, l'un des riverains a déposé un référé auprès du tribunal administratif de Nantes le 26 mai 2015 pour faire annuler cette décision pour motif d'illégalité. Par ordonnance en date du 10 juin 2015, le référé suspensif du riverain a été rejeté, mais l'affaire reste toujours en délibéré au tribunal administratif de Nantes, dans l'attente d'un jugement prochain. Il devient donc impératif pour la commune de réaliser une étude rapidement, afin de pouvoir envisager à terme quels travaux ou démarches éventuelles pourraient être entrepris pour répondre à cette problématique. Et la commune souhaite donc planifier cette étude pour le premier semestre 2016, avec un commencement prévu sur janvier. Et on signale au passage qu'il y a des riverains qui sont prêts à financer une bonne partie de leur logement. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l'État, de la région et du département au titre de la Convention régionale de gestion durable du trait de côte, conformément au point
de financement annexé. Donc, y a-t-il des observations? Y a-t-il des votes contre? Abstention? Unanimité. Alors, Monsieur le maire rappelle la délibération du 16 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer avait autorisé le remboursement à la paroisse Sainte-Anne du Pays Blanc des dépenses engagées par cette dernière pour l'éclairage des vitraux de l'église de Ron la saison estivale 2014, du 15 juin au 15 septembre. Il indique que, par la même délibération, le conseil municipal avait acté le principe de la prise en charge sur la saison estivale de ces dépenses d'éclairage sur toute la durée du présent mandat. Monsieur le maire informe par ailleurs que par un courrier en date du 5 novembre 2015, la paroisse Sainte-Anne du Pays Blanc, représentée par le père Yvon Barrault, a également sollicité de la commune de Piriac-sur-Mer la prise en charge de ce même éclairage des vitraux de l'église pendant la période des illuminations de Noël. La facture IDF entreprise couvrant la période du 6 décembre 2014 au 15 janvier 2015, correspondant au coût de l'éclairage des vitraux sur la période visée, s'élève à 109 €. Monsieur le maire propose qu'à l'instar de ce qui a été décidé pour la saison estivale, l'engagement de prendre en charge l'éclairage des vitraux de l'église lors des illuminations de Noël soit prise pour l'ensemble du présent mandat. Il est bien précisé que cette prise en charge se réalise sous forme de remboursement à la paroisse sur présentation des factures, attestant de la réalité des consommations et de la dépense. Considérant que l'église de Piriac-sur-Mer est un bâtiment communal, considérant que l'église est également un édifice patrimonial remarquable et particulièrement valorisant pour la commune, alors, je vous demande d'autoriser en la paroisse Sainte-Anne des Pays Blancs la somme de 109 € correspondant à la dépense d'éclairage des vitraux de l'église et des illuminations de Noël 2015. Et d'approuver le principe de la prise en charge par la commune des dépenses d'éclairage des vitraux de l'église lors de la période des illuminations de Noël dans les conditions sus-décrites pour l'ensemble de la durée du présent mandat. Y a-t-il des observations par rapport à ça? Y a-t-il des votes contre? Un vote contre? Adopté. Donc, ensuite, la dernière. Oui, marché, l'adoption du tarif des droits de place et du règlement intérieur. Bien, donc cette année, le marché de Noël va se dérouler le week-end prochain, donc se déroulera les 19 et 20 décembre sur les places de l'église, de la Chope, du Newpool et la rue de Pierremont. Donc ça, les horaires sont prévus de 14h à 18h30 le samedi et de 11h à 18h30 le dimanche. Donc comme toute animation se déroulant sur l'espace public, notamment lorsque celle-ci emporte des prestations d'ordre commercial, un certain nombre de règles doivent être édictées pour assurer le bon fonctionnement du marché et fixer les droits et obligations des exposants. Donc, dispositions générales, tarifs des droits de place, jour, périmètre du marché, accès des véhicules, attribution des emplacements, contrôle et police du marché, et ainsi de suite. Donc, tous ces aspects ont été inscrits dans un règlement intérieur opposable aux divers participants, notamment les exposants. C'est ce document qui est proposé à l'examen du Conseil. Donc, il est demandé au Conseil municipal de fixer le tarif de droit de place également au marché de Noël à 2 € le mètre linéaire pour les exposants. De dire aussi que les associations locales sont exonérées de redevances, et puis d'adopter le règlement intérieur du marché de Noël qui vous est joint en annexe de vos documents. Voilà, y a-t-il des observations par rapport au marché de Noël? Vote contre, abstention, adopté. Donc la question suivante, modification de tableau des effectifs. Bien, donc Monsieur le maire nous informe que l'Assemblée délibérante sur la protection maternelle et infantile, donc c'est la PMI, de Loire-Atlantique, a procédé donc à une visite du multi-accueil, dit le Vivier à Doudou. Cette visite s'est déroulée le 15 avril 2015, et dans ce rapport, le médecin de la PMI, donc c'est le docteur Blomblum, j'ai pas son nom, Blomblum, c'est le médecin référent de la PMI, qui souligne
que le nombre de professionnels affectés au service semble actuellement insuffisant pour être en adéquation de façon permanente avec les textes en vigueur. Donc elle préconise dans son rapport qu'un demi-poste supplémentaire permettrait entre autres de répondre aux obligations du taux d'encadrement sur les temps forts de la journée, donc les activités du matin, le repas, l'endormissement. Les principaux points de ce rapport ont été présentés lors de la commission enfance-jeunesse, ils ne sont plus là pour attester qu'ils seraient présentés, c'était en date du 5 novembre dernier. Compte tenu de toutes ces informations, donc, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des effectifs sur la base de la proposition donc, que je vais vous présenter. Donc ce serait donc la création d'un emploi d'auxiliaire de périculture à temps non complet, donc une vingtaine d'heures, 20 heures, je crois, par semaine au multi-accueil à compter du 1er janvier 2016. Donc, on vous informe par ailleurs également que l'Assemblée, que les besoins en personnel au pôle enfance-jeunesse ont évolué. Je vous ai dit tout à l'heure que la structure, donc on en était aujourd'hui à 13 enfants. Il faut en effet tenir compte de la mise en place depuis le rentrée 2014-2015 des nouvelles activités périscolaires, donc l'État, on appelle ça l'ENAP maintenant, mais aussi divers remplacements et renforts du service pendant les périodes de vacances scolaires. Donc ce surcroît d'activité, constaté depuis près de 2 ans, génère dans les faits l'emploi à titre désormais permanent de 2 agents, aujourd'hui encore contractuels. Au regard des textes, il convient donc de pérenniser ces 2 emplois. Donc ces gens-là sont déjà en place, mais ils ne sont pas titulaires. Donc on propose donc de les titulariser un seul emploi. Donc cette pérennisation permettra en outre de sortir les 2 agents qui les occupent d'une situation de précarité pour bénéficier du statut de la fonction publique territoriale. Donc compte tenu de cette évolution, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau d'effectifs sur la base de la proposition donc ci-dessous, à savoir création de 2 emplois d'agents d'animation de 2e classe à temps complet, 20 heures par semaine, au service d'accueil de loisirs à partir du 1er janvier. Je préciserai également donc, concernant la création d'un emploi d'auxiliaire à mi-temps. Donc nous avions dit lors d'une séance précédente qu'on mettrait les moyens là où les besoins se feraient sans ressentir. Donc, rappelez-vous, nous avons donc, et ça a été aussi un échange donc, avec les gens de la minorité, nous avons donc supprimé enfin, un emploi d'ATSEM donc au niveau de l'école, que nous avons appelé donc plutôt un transfert. Et donc, actuellement, nous avons les besoins non plus de 2 ATSEM, mais d'une ATSEM. Donc, c'est ce support-là qui actuellement donc, est transféré donc, sur le multi-accueil, puisque là, les besoins sont réels. Voilà. Par rapport à la modification du tableau des effectifs, la présentée. Vote contre, abstention, adopté. Voilà, donc la délibération suivante. Convention avec le centre de gestion de Loire-Atlantique, mise à disposition d'un archiviste. Un audit a été réalisé par le centre de gestion de Loire-Atlantique concernant l'état des archives communales. Cet audit a déterminé l'intérêt de souscrire à une mission d'archivage. La mission de l'archiviste consisterait prioritairement à assurer le classement des fonds anciens et contemporains, la réalisation des éliminations, la rédaction d'inventaires et d'instruments de recherche, la sensibilisation du personnel à la gestion courante et évolutive des archives, et accessoirement à participer à la conception d'expositions culturelles organisées par les collectivités sur un thème d'actualité ou d'histoire locale. Toute intervention fait l'objet d'une convention préalable entre la collectivité bénéficiaire du service et le centre de gestion. Cette convention annexée à la présente délibération prévoit la mise à disposition par le centre de gestion d'une archiviste diplômée à compter du 11 janvier 2016 pour une durée de 5 mois et demi effectifs de travail, 22 semaines à 35 heures, soit 770 heures. Le tarif de la prestation fixé par le conseil d'administration du centre de gestion en fonction de l'évolution des charges est de 28,50 € par heure effective de travail hors actualisation. Ah oui, c'est quel Alors je vous rappelle que le classement des archives est obligatoire et le maire en est responsable. Et donc il est important qu'on procède d'ores et déjà au classement des archives, et à Piriac, ça n'a jamais été fait, donc il est grand temps pour s'en occuper. Voilà, donc je
voulais savoir s'il y a des observations par rapport à ce souci de vouloir placer les archives de la commune. C'est très bien, parce que c'était à l'ordre du jour. Je vous ai posé simplement une question, c'est sur le tarif en la vie de 50 par perspective, c'est la vie de 50 chargée ou... Oui, c'est chargé. C'est chargé. C'est le tarif que nous, on va payer au centre de gestion. D'accord, merci. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Des votes contre? Abstention? Donc la question suivante, règlement intérieur du service des accueils et des nouvelles activités périéducatives. Oui, alors donc on va faire court. Ce règlement intérieur vous a déjà été présenté, donc là on est surtout sur, on va dire, un complément, puisque dans le règlement intérieur précédent, on n'avait pas intégré donc l'étape, je dis l'étape, ça s'appelle l'ENAP maintenant, donc ce sont les nouvelles activités périscolaires. Donc nous les intégrons au règlement intérieur. Et il vous est proposé donc, dans le document le règlement intérieur complet. Et ce que vous avez en jaune, ce sont les points que nous ajoutons au règlement intérieur. Donc ce sont des points essentiellement concernant les activités périscolaires dans le cadre de la réforme des périscolaires. Oui, il y a aussi des tarifs. Oui, il y a aussi des tarifs. Voilà, donc y a-t-il des observations à ce sujet? Donc il vous est demandé d'approuver l'avenant numéro 1 au règlement intérieur du service des accueils et des nouvelles activités périscolaires. Y a-t-il des observations? Des votes contre? Abstention? Adopté. Voilà, la dernière question à l'ordre du jour concerne le rapport sur la qualité et le prix des services publics de l'eau, de l'assainissement et des déchets et des équipements aquatiques 2014. Je vous informe que la communauté d'Aglo Cap-Atlantique a établi les rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau, de l'assainissement, des déchets et des équipements aquatiques pour 2014. Comme chaque année, ces rapports doivent être communiqués en séance publique du conseil municipal de chaque commune membre de l'intercommunalité. Le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau. Ce rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif et non collectif a été établi par Cap-Atlantique. Pour ce qui concerne l'eau potable, quelques chiffres à retenir. 1 700 000 m3 mis à disposition des usagers, 5 600 000 m3 facturés, nombre d'habitants desservis 109 564, rendement du réseau de distribution 87,05%. Le rendement du réseau, c'est la partie de l'eau qui est effectivement rendue. Parce que dans un réseau d'eau, il y a une partie de l'eau qui part dans les fuites, qui part dans le manque d'étanchéité du réseau. Ça arrive, donc la collectivité remplace des réseaux d'eau chaque année, justement, pour pallier à ces problèmes de fuite, notamment, et d'étanchéité du réseau. Et le rendement du réseau indique la fiabilité du réseau public. Et donc, le réseau de Cap-Atlantique est un réseau assez fiable, puisque 87%, c'est un très bon résultat par rapport à l'ensemble du territoire national. Voilà, donc pour l'assainissement non collectif, 234 contrôles réalisés, et le coût du service, 214 133 €. L'élimination des déchets. Je vais vous prendre quelques chiffres, parce que j'ai 4 pages de chiffres, donc je vais vous en prendre quelques-uns. Donc la filière ordures-ménagères, 25 755 tonnes collectées en 2014, soit 354 kg par habitant. Les encombrants, 8 897 tonnes collectées en 2014, soit 123 kg par habitant. Les filières recyclables, emballage léger, 1822 tonnes collectées en 2014. La production des déchets en déchetterie, 239 kg par habitant, soit plus 7% par rapport à 2013. La production des déchets verts, 433 kg par habitant.
Voilà, donc le rapport porte aussi sur les centres aquatiques d'Aquavol, le centre aquatique Jean-Pierre Bonheur à Guérande et le centre aquatique du Pays Blanc à Périllac. Donc quelques chiffres. La fréquentation des trois sites. 390 716 passages en 2014. La fréquentation de la piscine, le centre aquatique du Pays Blanc, 90 532 passages en 2014, soit une augmentation de 3 466 passages entre 2013 et 2014. Donc, ce qui est un bon résultat, c'est une piscine qui marche, qui fonctionne très bien. Je vous demande au conseil municipal de prendre acte de la communication des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau, de l'assainissement, des déchets et des équipements aquatiques pour 2014. Donc les rapports complets sont disponibles à la direction générale de Cap Atlantique ou sur le site internet de Cap Atlantique à l'adresse suivante. Alors vous avez l'adresse du site, je ne vais pas vous lire, il y a des X, des W, des slash, des anti-slash, donc vous avez le nom du site sur le document. Voilà, c'est juste une information, hein, donc y a-t-il des observations? Donc une petite question, les 1830 contrôles de branchement, c'est sur l'intercommunalité, c'est global. Oui, c'est global. Il n'arrive pas à recenser sur une commune par commune. Oui, je pense qu'il va pouvoir le faire, mais enfin au niveau du rapport sur la qualité prix de l'eau, le rapport est édité par Cap Atlantique, donc c'est forcément global. Ouais. Et on pourrait, en demandant, on pourrait avoir... il n'est pas écrit que sur Internet, on ait le détail. Ça nous permettrait de savoir les points les plus sensibles sur la commune de Périllac. À moins que sur Internet, effectivement, il y ait un détail, c'est possible. Mais là, moi, je ne l'ai pas donné parce que bon, c'est un rapport beaucoup trop volumineux. D'accord, merci. Voilà, donc l'ordre du jour est terminé. Et j'avais un certain nombre de questions écrites qui m'avaient été posées par les élus de l'opposition. Donc on va les lire et on va y répondre. Je ne me fais pas de pile parce que comme les débats sont filmés, donc ça leur sera retranscrit sans problème. Donc ils auront les réponses qu'ils attendent. Voilà, donc Michel, est-ce que tu peux lire les questions? Alors, monsieur le maire, vous avez décidé de réunir le jeudi 19 novembre dernier les élus de Périllac-sur-Mer en secret de ses habitants pour décider de l'accueil ou non sur notre commune de réfugiés en provenance de Calais. Nous avons assisté médusés à un simulacre de débat sous couvert du secret. C'est un sujet sensible pour qui les élus, alors qu'il y avait 3 agents communaux présents à cette réunion avec sans doute pour mission de produire un compte rendu de réunion, tous les éléments techniques du dossier ne semblaient pas être en votre possession, ou volontairement, non partagés aux élus présents. Certains l'ont été de manière contradictoire. Exemple, le transport ne sera pas pris en charge par l'État. Finalement, 45 minutes plus tard, il le sera. Ils seront livrés à eux-mêmes. Une demi-heure plus tard, ils seront accompagnés. Les absents non représentés dont on ne sait la position. Cette réunion a été mal préparée, monsieur le maire, bâclée, alors que le sujet méritait des précisions claires pour permettre aux uns et aux autres de faire un choix en connaissance de cause. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous refusé un débat public et démocratique encadré par les règles du conseil municipal sur un sujet aussi important et qui touche tous les citoyens de notre commune? Monsieur le maire, lors de la réunion des élus du 19 novembre dernier sur l'accueil des réfugiés sur notre commune et sur la teneur des débats, nous tenons à condamner fermement certains propos xénophobes tenus lors de ce conseil municipal par quelques élus de votre majorité. Sur ce point, nous avons joint la HALD, haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui précise que les propos tenus par les élus peuvent être sanctionnés, qu'ils aient été prononcés en privé ou en public. Lors du conseil municipal du 3 novembre dernier, vous avez retiré toutes les délégations à votre premier adjoint de l'époque pour des raisons qui, au vu des informations que vous nous avez données, semblent moins condamnables que les propos prononcés par les conseillers de votre majorité
le 19 novembre. Monsieur le maire, comment avez-vous pu laisser certains de vos conseillers tenir des propos xénophobes, condamnables par la loi? Quelles sanctions comptez-vous prendre vis-à-vis de ces conseillers? Ne rien faire serait les soutenir. Voilà, donc je vais faire une réponse commune aux deux premières questions, puisque finalement elles se rejoignent. Afin d'éviter tout amalgame et tout débat faussé, vous me permettrez de revenir aux origines de la question de l'accueil des réfugiés à Piriac et plus généralement dans notre pays. D'abord, pour rappeler une première chose, l'accueil des réfugiés ne relève pas de la responsabilité des communes. Il s'agit d'une compétence exclusive, régalienne, de l'État. Cette précision me permet de revenir aux origines de la question des migrants. Comme vous le savez, l'Europe, dont la France, est confrontée à une arrivée massive de réfugiés venant du Moyen-Orient et d'Afrique principalement, fuyant la misère, la guerre et les persécutions dans leur pays d'origine. Face à cela, l'Europe a décidé d'agir et de s'organiser pour répartir l'accueil de ces migrants sur l'ensemble du territoire européen. C'est dans ce cadre que le 12 septembre, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'un plan de soutien logistique et financier pour l'accueil de 24 000 réfugiés à répartir sur l'ensemble du territoire national. Toutes les communes de France devaient être sollicitées. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'à l'instar des autres maires de la Presqu'île, j'ai été interrogé par l'Écho de la Presqu'île pour savoir si Piriac serait prêt à accueillir des réfugiés sur son territoire. J'ai répondu à l'époque que d'un point de vue personnel, j'y étais favorable, notamment pour accueillir des familles, mais que je ne prendrais pas une décision seule et que mes collègues élus seraient consultés sur ce sujet si cette question devait se présenter. Dans l'intervalle, l'État a désigné M. Pereira, directeur départemental de la cohésion sociale à la préfecture, comme coordonnateur départemental sur la question des migrants. Celui-ci a adressé le 23 septembre dernier un mail à l'ensemble des maires de Loire-Atlantique pour les inviter à formaliser des offres de services. À l'issue d'une première réunion interne durant laquelle nous avons évoqué ce sujet, Céline Janot, en charge de cette question, a commencé à prendre des contacts avec nos communes voisines pour savoir comment elles comptaient se positionner sur ce sujet, avec l'Union départementale des CCAS pour se renseigner sur la manière dont les CCAS pourraient réfléchir à des mesures d'accompagnement au cas où nous serions amenés à recevoir des familles sur Piriac, avec la ville de Saint-Nazaire pour se renseigner sur le dispositif qu'ils mettaient en place, avec le collectif Solidarité Réfugiés Presqu'île qui tentait de fédérer les bonnes volontés publiques et privées pour aider à organiser cet accueil, avec les associations caritatives locales. On nous a alors demandé de nous mettre en attente, car l'État allait prioritairement diriger les réfugiés plutôt vers l'est de la France, c'est-à-dire vers des zones moins tendues en termes d'habitat que ne sont les nôtres. C'est ce que nous avons fait. Or, le 13 novembre dernier, quelques heures avant les attentats qui allaient ensanglanter Paris, M. Pereira nous a téléphoné pour nous annoncer que suite à une conversation avec M. Jaouen, président de l'ASPA, association propriétaire du centre de vacances La Rose des Vents, l'État envisageait d'installer rapidement à La Rose des Vents 40 migrants, principalement des hommes célibataires, issus de la jungle de Calais pour une période de 5 mois maximum. Il me demandait mon avis et j'avais jusqu'au 16 novembre, c'est-à-dire 3 jours, pour me positionner. J'ai redit que je ne prendrais pas seul de décision sur ce sujet, qu'il me faudrait réunir les élus sur cette question et que je ne pouvais pas le faire en si peu de temps. Je lui ai donc dit que je réunirais un conseil municipal privé en urgence dès la semaine suivante et lui demandais de me laisser jusqu'au lundi 23 novembre pour rendre ma réponse. M. Pereira m'a alors alerté sur le fait qu'il s'agissait d'un dossier extrêmement sensible, qu'il convenait de le traiter avec tact et discrétion, ce que tout le monde n'a pas compris d'ailleurs. Le soir même, des terroristes se réclamant de l'islamisme radical abattaient 130 personnes à Paris. J'ai quand même tenu à organiser ce débat entre tous les élus de notre commune le 19 novembre. Et je peux vous dire que finalement, du fait de ce contexte particulier, j'étais soulagé que ce débat ait lieu dans un cadre plus restreint. Je vous l'ai écrit d'ailleurs, je reste intimement persuadé que suite à ces atrocités de Paris, ce que les citoyens attendaient de leurs élus,
Ce n'était certainement pas l'étalage de division exprimé avec une passion qui parfois prend le risque de débordements verbaux, mais un message d'unité et de rassemblement. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé en mon âme et conscience d'organiser ce débat entre tous les élus de Piriac, majorité et opposition, dans un cadre restreint et privé. Pour autant, parce que l'État attendait une réponse rapide, il fallait que ce débat ait lieu, et il a eu lieu. Chacune et chacun d'entre vous a pu ce soir-là s'exprimer en totale liberté, donner son opinion et sa façon de voir les choses. Ce débat n'était pas mal préparé et bâclé, et il était le reflet à la fois de l'urgence dans laquelle nous avons dû l'organiser et de l'état des connaissances très parcellaires que nous avions alors. Nous avions peu de garanties quant à la prise en charge des migrants sur place. Nous n'avions aucune information claire sur l'accompagnement mis en place. Nous savions qu'il y avait un jardinage prévu, mais sans en connaître les modalités exactes. Nous savions qu'un accompagnement social devait leur être proposé, mais rien sur la façon dont il allait être organisé. Nous n'avions pas tous les éléments nécessaires à un débat extrêmement rigoureux. Mais au moins, il a eu le mérite d'exister. Il vous a permis de vous exprimer sans aucun frein et sans limite. Ce débat a été utile. Puisqu'à l'issue d'un vote, nous avons pu dégager une position claire par rapport à la demande qui nous était faite. Et cette position est totalement légitime puisqu'elle émane d'élus qui détiennent un mandat des Piriacaises et des Piriacais. C'est ça aussi la démocratie, ne vous en déplaise. J'en viens aux propos soi-disant condamnables aux yeux de la loi qui auraient été proférés ce jour-là. Comme je l'ai dit, j'ai souhaité que ce débat se fasse avec la plus totale liberté. Chacune et chacun d'entre vous eut la faible sa sensibilité et son ressenti personnel, modelé sans doute aussi par les événements qui venaient de se produire. Il y a eu des propos durs parfois, certains un peu bruts, d'autres parfaitement démagogiques. J'ai eu l'occasion de dire qu'à titre personnel, je n'en approuvais pas certains, et qu'il était de ma responsabilité en tant que maire d'écouter et d'essayer de tenir compte de tous les points de vue exprimés par les représentants de la population que vous êtes. Je n'ai pas pour autant décidé de propos qui puissent tomber sous le coup de la loi. Et si c'est le cas, je vous invite à préciser lesquels et à qui vous les imputez. Et puisque vous avez joint la HALDE, ce qui paraît assez étonnant puisqu'elle n'existe plus depuis 2011, remplacée par Défenseur des droits, vous prendrez sans doute vos responsabilités. Mais faites attention à votre tour de ne pas tomber sous le coup d'une autre qualification pénale, la diffamation. Pour rappeler enfin notre position exacte sur cette question, nous avons en effet considéré que dans le contexte actuel, il n'était pas raisonnable d'envisager que sur 150 migrants primo-arrivants attendus sur la région nazérienne, 40 d'entre eux, soit le tiers, principalement des personnes seules issues de la jungle de Calais, puissent être installées en urgence à Piriac. Ça ne paraissait pas tenable en termes d'acceptation sociale, surtout avec le manque de garanties censées être apportées par l'État. Par contre, loin de tourner le dos à toute valeur de solidarité ou de fraternité, nous avons à une très large majorité accepté le principe de l'accueil sur notre territoire de quelques familles de réfugiés. Car nous savons que, compte tenu des caractéristiques de notre territoire et des moyens que nous-mêmes sommes capables d'apporter pour organiser un accompagnement social efficace, cette solution, en revanche, est tout à fait envisageable. Tout à votre désir de régler je ne sais quel compte avec l'actuelle majorité, au besoin, en instrumentalisant une question qui met au premier plan des personnes en situation dramatique, ce qui réclamerait à tout le moins un peu de pudeur et de dignité, vous essayez à tout craint de remettre sur la place publique, dans un contexte qui, je le répète et je l'assume, ne s'y prête pas en ce moment, un sujet qui demande raison, sang-froid, discrétion requise par l'État lui-même pour pouvoir assurer au mieux cette mission. D'ailleurs, le représentant du préfet, M. Pereira, que j'ai cité plus haut, nous a fait part de son indignation sur l'exploitation médiatique qui a été faite sur Piriac. Permettez-moi de vous dire que cette attitude est complètement irresponsable et que malgré la sincérité, je l'espère en tout cas, de vos positions personnelles sur cette question, je crois que vouloir ajouter ce soir de la polémique sur un sujet aussi grave ne vous grandit pas et ne démontre pas en tout cas votre capacité à agir en élu responsable. Sachez aussi que vos jugements de valeur sur les délégations aux adjoints n'ont vraiment aucune importance et aucune valeur.
Là encore, vous êtes incompétent pour en juger et pour vous ériger en je ne sais quelle autorité morale. Voilà les questions que j'avais à répondre sur les premières questions de l'opposition. Il y a 3 autres questions, donc Michel va les lire, je vais les répondre. Alors la question numéro 3. La question numéro 3. Monsieur le maire, Piriac et Mesquer ont la charge d'accueillir cet été les gens du voyage. 180 caravanes sur le territoire de Cap-Atlantique. Monsieur le maire, pourriez-vous détailler aux habitants de Piriac les mesures que vous avez prévues pour accompagner cet accueil? Dans la réponse. Franchement, je me demande ce que sous-tend cette question. Vous voulez instrumentaliser la question des gens du voyage après celle de l'accueil des migrants. Or, cette question n'est absolument pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas où vous allez chercher vos informations, mais franchement, avant de vous lancer dans ce genre d'exercice, renseignez-vous un minimum. Il n'a jamais été question que Piriac et Mesquer accueillent cet été 180 caravanes de gens du voyage. Depuis 1 an, toutes les communes de Cap-Atlantique savent que c'est la Baule qui aura la charge d'accueillir les gens du voyage l'été prochain, et qu'en 2017, ce sera en principe la Turballe. Nous n'avons pas encore d'informations pour 2018. Donc, question nulle et non avenue. Alors la question numéro 4. Monsieur le maire, nous sommes d'accord sur la nécessité d'un projet commun sur la rénovation de l'école de voile. Cette proposition faisait partie de notre projet électoral, mais est-ce que les Piriaquais ont voté pour un projet pharaonique de 2 millions d'euros, soit 1 000 euros par habitant, s'ajoutant à tous les autres projets rapidement survolés lors du DOP 2015. Monsieur le maire, dans un souci évident de démocratie, pourquoi n'organisez-vous pas un référendum populaire sur votre projet d'école de voile et sur son financement? Voilà la réponse. Dans le cadre de ma réponse, je vais vous faire état de 2 documents. Un premier document qui retrace les dépenses d'investissement de la commune de Piriac entre 2008 et 2013. Entre 2008 et 2013, la commune de Piriac a investi 11 100 000 euros, ce qui est énorme. Dans le même temps, la commune de Piriac a emprunté 2 150 000 euros. Jamais au cours du mandat actuel, nous n'avons prévu d'atteindre de tels montants et de tels coûts d'investissement, que l'on pourrait aussi qualifier de pharaoniques. Je ne crois pas donc que vous soyez en mesure de nous donner des leçons de gestion, quelles qu'elles soient. Le deuxième document, il s'agit d'un appel public à concurrence, commune de Piriac-sur-Mer, maîtrise d'œuvre, réhabilitation de 2 bâtiments dans l'enceinte de l'ex-colonie de la Poste, avenue Louis Clément, locaux amiantés, entre parenthèses. Donc au milieu de la page, je vais vous lire la phrase. La part des travaux du projet ci-dessus devra respecter les enveloppes financières prévisionnelles de 2 millions d'euros. Donc je demande, le montant fatidique des dépenses pharaoniques étant atteint, 2 millions d'euros, vous auriez dû, de toute évidence, selon les principes que vous voulez nous faire appliquer, organiser un référendum populaire en début 2014. Je constate que vous ne l'avez pas fait. Pas de leçon. En revanche, pour ce qui nous concerne, le référendum populaire a eu lieu. Il s'appelait les élections municipales de 2014. Il se trouve que nous les avons remportées. Que vous ne l'ayez toujours pas digéré, je ne peux malheureusement rien pour vous. Par ailleurs, on peut légitimement penser qu'à travers cette élection, les Piriaquais ont entendu et aussi validé notre programme qui prévoyait noir sur blanc, je cite, création d'un bâtiment polyvalent moderne pour l'école de voile afin qu'elle puisse accueillir dans les meilleures conditions les élèves et les stagiaires. Et puisque vous me parlez de votre projet électoral, je suis allé le déterrer. Alors, je n'y ai trouvé de référence claire à l'école de voile, mais il y a une ligne intéressante qui dit, je lis, faire de notre pôle nautique un site d'excellence reconnu largement. J'avais pas trouvé la page, eh bien voilà, exactement ça, ce type d'excellence que vous appeliez de vos voeux, nous sommes en train de le réaliser.
Parce que nous portons une ambition forte pour notre école de voile, dont nous voulons qu'elle demeure une référence et un modèle. Mais bien sûr, un site d'excellence digne de ce nom, ça ne se fait pas en bricolant des solutions de rénovation à la petite semaine dans un bâtiment inadapté. Un vrai projet a un coût, et nous l'assumons, les Piriaquais jugeront. D'ailleurs, il y a 2 jours, un nouvel élément est venu conforter notre volonté d'agir dans ce sens. Lotissement Pays Blanc vient d'être nommé dans le cadre du Salon nautique meilleure école de voile française 2015. En conclusion, à la vérité, votre but est de nous empêcher par tous les moyens, par esprit de revanche, de mettre en place notre programme, que ce soit le centre nautique, la maison de l'enfance ou tout autre projet structurant. Vous faites de l'opposition systématique, mais vous n'avez aucune proposition sérieuse à formuler. Cette carence, cette incompétence vous entraîne dans les propos agressifs et à faire la guérilla verbale. Vous êtes pathétique. 5e question. Question numéro 5. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 2 juin 2015, vous nous aviez fait savoir que vous aviez signé un bail de droit commun consenti par M. Dominique Lachaud pour abriter le cabinet du docteur Baudouin. Ce bail avait été établi pour une durée de 7 mois à compter du 1er mars, avec possibilité de renouvellement pour la même durée. Par ailleurs, lors de ce même conseil municipal, vous aviez précisé que le bail avec le docteur Baudouin était en cours de régularisation. Monsieur le maire, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser si le bail consenti par M. Lachaud a été prolongé de 7 mois, ce qui ferait au total 14. Nous faire savoir si après 9 mois et demi d'exploitation, le bail entre le docteur Baudouin et la commune de Piriac-sur-Mer est enfin régularisé, et si oui, dans quelles conditions et pour quel montant? Quel est le coût total de la charge de la commune pour l'installation et le démarrage de l'activité du docteur Baudouin? Signé Gilles Renaudot. La réponse. Je me demande parfois si nous participons aux mêmes réunions de conseil municipal. C'est sûr qu'aujourd'hui, on participe pas aux mêmes. Alors, soyons précis. Lors de la séance du conseil municipal du 8 septembre dernier, au titre du rapport sur les décisions qui avaient prises par délégation du conseil municipal, il est indiqué signature d'un bail de sous-location au profit du docteur Baudouin. Un bail de sous-location concernant une partie du rez-de-chaussée de ce bâtiment comprenant une surface de 54 m² a été signé le 12 juin 2015 pour une durée de 7 mois renouvelable une fois, à compter rétroactivement du 1er mars 2015. Le montant mensuel du loyer est fixé à 200 €. Je vous rappelle à toute fin utile que ce rapport vous a été présenté oralement en séance. Il est bien temps que vous vous en préoccupiez. Il faut donc en déduire que le bail entre la commune et le docteur Baudouin a bien été régularisé le 12 juin dernier pour un montant de 200 € mensuels. En gros, vous aviez tous les éléments depuis le 8 septembre. De plus, ce bail a bien été prolongé pour 7 mois supplémentaires et ce sera la seule et unique prolongation. Ce qui porte le coût total à la charge de la commune à 8 400 €. J'affirme ici haut et fort que sans cet effort financier de la commune, aucun médecin ne serait venu s'installer à Piriac. Voilà, je vous remercie. La séance est levée.